Au fond de l'océan repose un trésor, des nodules polymétalliques. Avec l'épuisement des ressources minérales terrestres, ils suscitent le plus grand intérêt. Et voici l'objet de toutes les convoitises, un nodule polymétallique. Bienvenue dans Xenius. Salut! Ces petites sphères noires sont un concentré de métaux très recherchés, indispensables à la fabrication de nombreux objets du quotidien. Mais leur exploitation est-elle possible et souhaitable? L'industrie dit oui, et elle aimerait déjà commencer l'extraction à grande échelle. Mais comme toujours se pose la question, et la nature dans tout cela? Pour répondre à cette question cruciale, il faut d'abord en apprendre davantage sur les grands fonds marins. Ce royaume obéit à ses propres lois. Il est peuplé d'animaux qui grandissent lentement et qui vivent très longtemps. Certains n'atteignent la maturité sexuelle qu'après 30 ans. C'est un monde encore largement inexploré. À bord du Sonne, le navire océanographique allemand, une équipe de chercheurs entend bien percer quelques-uns de ces mystères. Direction les abysses du Pacifique, l'une des dernières terres vierges du globe. Elle intéresse beaucoup l'industrie. En effet, ces fonds marins renferment des gisements de ressources minérales quasiment épuisés sur Terre. Mais quel serait l'impact de l'exploitation minière sur cet écosystème? C'est ce que les chercheurs sont chargés de déterminer. Les fonds marins sont comparables à la forêt humide. Comme dans tous les milieux pauvres en nutriments, et il en va de la forêt humide comme des abysses, la diversité est considérable. Nous avons affaire à beaucoup d'espèces différentes, comptant chacune relativement peu d'individus. Longtemps resté inaccessible, ce milieu sensible réserve bien des surprises. Le plancher océanique recouvre 70% de la surface terrestre. Et nous n'avons jusqu'à présent effectué que des sondages très localisés. Il y a 10 ou 20 ans, on pensait que les grands fonds n'étaient qu'une immense étendue relativement plate. Même dans le secteur où nous nous trouvons. Nous sommes actuellement sur une zone qui fait 2000 marins de diamètre, c'est-à-dire à peu près 4 km. Et nous avons longtemps cru que tout était homogène et uniforme. Or, même sur ces 3 à 4 km, nous avons observé un relief très varié. L'exploration des grands fonds requiert des équipements spécifiques, adaptés aux conditions des grandes profondeurs. Comme cette benne à sédiments, qui effectue des prélèvements du sol marin par 4000 mètres de fond. C'est là que se trouvent les nodules polymétalliques. Pour que ces concrétions puissent se former, il faut d'abord un noyau, une dent de requin par exemple. Autour de ce noyau, les minéraux en suspension dans l'eau vont cristalliser en couches successives. Au bout de plusieurs millions d'années, on obtient une petite sphère de quelques centimètres de diamètre, renfermant des métaux stratégiques comme le cobalt, le cuivre, le zinc et le nickel. Des ressources au potentiel industriel considérable. À bord du navire océanographique, c'est l'effervescence. La benne à prélèvement refait surface. Géologues, biologistes et chimistes sont impatients d'examiner son contenu. Chaque plongée apporte de nouvelles informations sur la composition et la géologie du sol océanique. L'analyse des échantillons permettra également de mieux comprendre l'équilibre écologique de ce milieu et des différentes espèces qui le composent. La benne a également prélevé des nodules. Pour l'industrie, plus leur taille est importante, mieux c'est. Les gros nodules sont plus faciles à collecter.
Le sédiment est examiné à bord du navire, puis transféré à un laboratoire à terre pour des analyses complémentaires. L'exploitation des fonds marins devra s'effectuer dans le respect du milieu abyssal. Et pour cela, il faut d'abord bien le connaître. Sans cela, impossible de prendre les mesures de protection nécessaires. Et c'est là que nous intervenons, en menant ces campagnes d'exploration scientifique. Il est évident que ce n'est pas la préoccupation première de l'exploitant, même s'il assure que l'environnement est au cœur de ses priorités. C'est à nous que revient cette mission. Les chercheurs ont déjà découvert que les zones riches en nodules abritent une faune et une flore d'une grande diversité. Avant d'envisager une extraction des nodules polymétalliques, il est indispensable d'étudier précisément les formes de vie qui peuplent les abysses, car une exploitation minière pourrait détruire leur habitat de manière irréversible. On ne dirait pas comme ça, mais cette concrétion rocheuse est assez légère. Et ici, au Centre de géophysique de Hanovre, on l'étudie dans les moindres détails. Voyons tout de suite ce qu'elle contient exactement. Karsten Rühlemann a dirigé de nombreuses campagnes d'exploration des grands fonds océaniques. Actuellement, les nodules polymétalliques constituent son principal sujet de recherche. Nous avons vu que ces nodules se forment autour d'un noyau. Celui-ci pourrait-il contenir une dent de requin? C'est tout à fait possible. Dans ce nodule, on la voit même très bien. Elle dépasse. Elle est énorme. Oui, Je peux? bien sûr. Elle a l'air assez acérée. Il y a des petits picots. Oui, on sent bien les dentelures. C'est une dent de mégalodon. Il s'agit d'une espèce disparue il y a 1,5 million d'années. Alors si je comprends bien, ce nodule est très très vieux. C'est vrai. Ce nodule a commencé à se former il y a plus d'1,5 million d'années. C'est leur taux de croissance moyen. Respect. Ils grandissent d'1 à 2 cm par million d'années. Ils ne se forment qu'en haute mer. Il y en a aussi en eau peu profonde, notamment dans la Baltique, par 20 ou 40 mètres de fond. Mais les nodules qui intéressent l'industrie se trouvent dans la plaine abyssale du Pacifique. Ils contiennent des métaux très recherchés, comme le cuivre, le nickel et le cobalt. On les appelle aussi nodules de manganèse. J'imagine que c'est parce qu'ils en contiennent beaucoup. Qu'est-ce que c'est exactement? Un métal? C'est un métal dur et fragile à la fois, qu'on utilise surtout pour la fabrication d'alliages en sidérurgie. Et c'est vrai, la part de manganèse est assez importante. En général, un nodule polymétallique renferme 30% de manganèse. Ensuite viennent le fer et les métaux non ferreux évoqués tout à l'heure. Comment déterminez-vous quel type de métal contient le nodule et en quelle quantité? Pour cela, il faut prélever un échantillon. Nous commençons par découper le nodule à la scie, puis nous réalisons une lame mince que nous analysons à l'aide d'une microsonde. C'est de cette façon qu'on peut connaître sa composition exacte. Je vous propose d'essayer. Maintenant qu'il est scié, on voit mieux la structure en pelure d'oignon du nodule de manganèse. La couche externe est assez dense et l'intérieur un peu plus poreux. C'est le schéma classique de ces nodules. Oui, quand je le sciais, j'ai remarqué qu'à ce niveau-là, c'était compact et qu'il y avait plus de résistance. Et qu'ici, c'était assez friable. Mais cela ne nous dit pas ce qu'il y a dedans. Comment fait-on? On découpe une lame très mince et avant toute chose, on la polit. À moi de jouer. Après des heures de polissage, voilà ce qu'on obtient. Une lame toute fine. Que reste-t-il de notre nodule? Environ 25 micromètres, c'est-à-dire 25 millièmes de millimètre, à peu près le quart d'un cheveu. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous allons l'analyser à la microsonde et on saura quels sont ses composants. La lame est positionnée sur le porte-échantillon et nous allons l'insérer dans la microsonde.
une source d'électrons de 20 000 volts va générer un faisceau électronique qui va balayer l'échantillon. Ainsi sollicité, celui-ci émet un spectre de rayons X que nous allons mesurer. Ça y est. Nous avons ici notre échantillon de nodules polymétalliques. Il ne fait que 2 mm sur 2, mais on distingue encore nettement les couches très fines à l'intérieur du nodule. On retrouve cette structure qu'on avait déjà identifiée lors du sciage. Et voilà les résultats de l'analyse. Vous voyez que le taux de nickel est de 1,4%, celui de cuivre de 1,2% et le taux de cobalt de 0,16%. Ce sont des valeurs moyennes, assez courantes dans les nodules du Pacifique. Mais ce sont des concentrations vraiment minimes. C'est vrai, mais ce sont des taux qu'on retrouve aussi dans les gisements terrestres. Dans le cas du nickel, par exemple, dans les gisements de latérite, les taux se situent entre 1 et 1,5%. Les porphyres cuprifères, les plus grands gisements de cuivre qui existent, affichent des taux de l'ordre de 0,6%. Et dans ce nodule, nous avons 1,2%, c'est-à-dire le double. L'exploitation des nodules polymétalliques ne peut être rentable que si elle est réalisée à grande échelle. Voici ce que cela donnerait. Il y a des nodules polymétalliques dans tous les océans. Mais seul l'océan Pacifique, dans une zone appelée champ de nodules polymétalliques, en recèle suffisamment pour justifier une exploitation industrielle. Ces ressources sont gérées par l'Autorité internationale des fonds marins, dont le siège se situe en Jamaïque. Elle délivre aux États des permis de prospection, d'exploration et d'exploitation. Qui obtient un permis peut dans un premier temps étudier les conditions d'exploitation de la zone. Pour l'élaboration du système d'extraction, des entreprises spécialisées en technologie sous-marine sont mobilisées. Cette société belge, par exemple, dispose déjà d'une certaine expérience dans l'installation de câbles et de pipelines en environnement profond. Elle travaille en ce moment sur un engin de collecte dont le prototype effectue actuellement des tests à 2000 mètres de profondeur. Pour que les composants électroniques résistent à la pression, ils sont protégés par d'épaisses couches de métal. L'engin sera équipé non pas d'un bras préhenseur comme celui-ci, mais d'un tuyau. Il sera plus grand d'1 tiers et doté de chenilles plus résistantes encore, car il plongera 2 fois plus profond. Les systèmes proposés reposent tous plus ou moins sur le même principe. Depuis un navire, un véhicule aux allures de char d'assaut est descendu au fond de l'eau. Il est piloté depuis la surface. À 4000 mètres de profondeur, le collecteur drague le sol et aspire les nodules, labourant le plancher océanique. Les nodules sont provisoirement entreposés avant d'être pompés jusqu'au navire. Mais la collecte ne constitue qu'un premier pas. Vient ensuite le traitement. À Aix-la-Chapelle, l'Université technique de Rhénanie du Nord-Westphalie étudie les meilleurs moyens d'extraire les matières premières des nodules. Ils sont d'abord concassés, puis fondus à haute température. En général, les nodules polymétalliques contiennent 10% de métaux rares et 90% de sable et de manganèse. Ces derniers sont certes utilisables, mais il y en a suffisamment à terre. Le sable et le manganèse ne justifieraient pas une coûteuse extraction en eau profonde. Le fer et les métaux non ferreux sortent de la coulée sous forme de lingots. D'autres processus permettront de les isoler. Comme dans les exploitations minières traditionnelles, c'est beaucoup d'énergie investie pour un faible rendement.
Mais si l'on explore aujourd'hui les ressources minières des fonds marins, c'est surtout à cause de ce métal, le nickel. Il est le composant indispensable de l'acier inoxydable. Il est largement utilisé par l'industrie chimique et l'aéronautique, mais également par le secteur du bâtiment. Avec l'urbanisation grandissante, la demande ne fera que croître. Les gisements actuellement connus de nickel devraient s'épuiser d'ici 40 ans. Les alternatives envisagées jusqu'à présent ne sont pas satisfaisantes. Face aux difficultés d'approvisionnement en matières premières, les nodules polymétalliques semblent donc très prometteurs. La pression est considérable et l'industrie très gourmande. Nous avons également vu que la collecte des nodules polymétalliques produisait un panache de sédiments. Cela signifie quoi pour les fonds marins? En eau profonde, les sédiments se composent de très petites particules. Si un collecteur passe dessus, il en soulève des quantités colossales, qui se chiffrent en tonnes, et vont se mettre à dériver. Reste à savoir jusqu'où ces nuages de suspension, comme on les appelle, peuvent dériver. Certains chercheurs estiment qu'ils peuvent parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres. Quel problème posent ces nuages? Le problème, c'est qu'au fond de l'océan, il y a des animaux qui filtrent les particules en suspension pour se nourrir. Si de grandes quantités de sédiments sont soulevés, cela va boucher leurs filtres. C'est le cas des plumes de mer, de la famille des méduses et des coraux. Mais la situation semble moins préoccupante que prévu. Au début des années 1990, une équipe de chercheurs américains et russes a mené une expérience dans les grands fonds pour évaluer le risque de dérive. Et ils ont constaté que le nuage de suspension ne se déplaçait que sur quelques kilomètres, et non pas sur des centaines ou des milliers, comme on le craignait. Le nuage de suspension que peut générer un engin de pompage soulève des sédiments sur une hauteur de 5 mètres environ. Ce que vous voyez ici, en rouge, c'est l'épaisseur du sédiment lors de sa retombée. On observe donc une assez grande quantité de particules. Puis, cela se disperse vers le nord-ouest. En vert, vous avez déjà moins de sédiments. Et le bleu signifie qu'il n'y en a pratiquement plus. On constate donc que l'essentiel du nuage est retombé assez vite. Vous pouvez nous dire comment ce panache agit et réagit? Dans l'eau de mer, les petites particules ont tendance à se rassembler et à former des agrégats de plus en plus gros. Et ces agrégats retombent plus vite. Dans un lac de montagne, ces particules se comporteraient autrement. Exactement. Elles se déposeraient beaucoup plus lentement. Pour le mettre en évidence, nous avons préparé une expérience. À gauche, vous avez de l'eau salée. À droite, de l'eau douce. Nous y avons mélangé des sédiments de fond marin rapportés d'une expédition pour voir combien de temps ils mettent à retomber. Voici ce que ça donne au bout de 8 heures. Nous avons ici l'eau salée, presque toutes les particules sont retombées. Dans l'eau douce, en revanche, elles sont encore en suspension. Cela suffit pour en conclure que le panache ne poserait pas de problème? Pour l'instant, en tout cas, compte tenu de ces expériences et de nos propres observations, il semble bien que ces nuages de suspension ne dérivent pas si loin et retombent au bout de quelques kilomètres seulement. Il n'empêche qu'une intrusion sur le lit océanique peut avoir des répercussions sur de très longues périodes. En 1989, l'exploitation des nodules polymétalliques faisait déjà l'objet d'âpres discussions. Les biologistes marins se demandaient alors quel serait l'impact d'une telle agression sur les fonds marins. Dans le Pacifique, ils ont envoyé une machine agricole, une herse, et l'ont passée et repassée sur le lit océanique. 78 fois au total. La herse a également rapporté des nodules polymétalliques à la surface. Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, le Sonne, le navire océanographique allemand, croise dans le Pacifique Nord.
Les chercheurs aimeraient bien savoir si les traces de la machine agricole sont toujours visibles. Lors du dernier contrôle, en 1996, elle l'était encore. Ce robot sous-marin autonome doit vérifier la chose. Pour cela, il va prendre des milliers de photos du plancher océanique. À partir de ces photos, l'ordinateur va modéliser une carte topographique restituant un aspect détaillé du fond de l'eau. L'idée, c'est d'observer comment le milieu a évolué d'un point de vue biologique et géochimique en l'espace de 30 ans. Toutes ces mesures nous permettraient de déterminer la vitesse de régénération des grands fonds après une exploitation minière sous-marine et les perturbations que cela occasionne. Les clichés du véhicule sous-marin apporteront-ils une réponse à ces questions? Les traces de 1989 seront-elles encore visibles? Les résultats sont surprenants. Certains experts supposaient qu'à ces profondeurs, le lit océanique n'était qu'une plaine monotone qui s'étendait à perte de vue. Bien au contraire, le relief est plutôt accidenté, avec des collines et des vallées. Cela ne va pas simplifier la collecte des nodules. Sur la modélisation, les sillons de la herse apparaissent aussi clairs et nets que s'ils dataient d'hier. Est-ce vraiment grave? Les avis sont partagés. D'autres études ont été effectuées dans les eaux peu profondes du plateau continental, où les icebergs labourent littéralement le fond marin. Les sillons qu'ils ont laissés sont bien plus importants que nos petites traînées. Cela crée un relief sur le sol marin, avec des dénivelés pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres, qui fourmillent de vie. En est-il de même en eau profonde? Les chercheurs voudraient prélever un échantillon de sol à l'endroit où la herse a dispersé le sédiment en 1989. Cela permettrait de savoir si le fond de l'eau s'est modifié ou s'il s'est régénéré. Ici, tout va bien. À vous. Pour prélever l'échantillon, un carottier océanique est plongé à la verticale dans le sol marin. Vous pouvez vous déplacer d'environ 5 mètres vers le nord? La mise en place relève du travail de précision. Lorsque la bonne position est enfin obtenue, le carottier est plongé au fond. S'il ne touche pas le sol exactement à l'endroit prévu, l'échantillonnage va échouer. Stoppez le treuil. Treuil stoppé. Ici le pont, nous sommes positionnés. Ici le labo. Tout va bien, je vous recontacte. L'exemple de la herse a illustré en moins grave ce que donnerait l'exploitation des nodules de manganèse. Les 5 à 10 premiers centimètres du sol sédimentaire seront éliminés ou sérieusement endommagés. Cela veut dire qu'une bonne partie de la faune disparaîtra et les bactéries subiront des dégâts similaires. La dégradation des matières organiques sera perturbée et les taux de nutriments et d'oxygène subiront des modifications dramatiques. On ignore encore dans quelle mesure la disparition des nodules polymétalliques en eux-mêmes influencera l'écosystème. L'expérience menée ici en 1989 a bien mis en évidence qu'en cas d'exploitation, l'environnement serait lourdement et durablement perturbé. L'autorité internationale des fonds marins doit absolument établir des prescriptions contraignantes. Il est clair que la taille et l'agencement des surfaces à exploiter doivent être réglementés. Quel est votre avis? L'exploitation des nodules polymétalliques en eau profonde vous semble-t-elle écologiquement responsable? Pour en avoir le cœur net, il faut effectuer des essais avec un collecteur, dans des conditions proches du contexte industriel. C'est le seul moyen d'évaluer les conséquences réelles de cette exploitation. Jusqu'à présent, les tests ne sont faits qu'à petite échelle.
Et une fois la question réglée, ces nodules vont-ils résoudre nos besoins en matières premières? Cela ne remplacerait pas entièrement la production de matières premières issues des mines terrestres, mais cela contribuerait à nous rendre moins dépendants des importations depuis des pays tiers. En ce moment, nous achetons l'essentiel de notre cobalt au Congo, un pays qui ne brille ni par la stabilité politique, ni par la sécurité juridique. Avec les nodules polymétalliques, l'industrie allemande pourrait couvrir 70% de ses besoins en cobalt. C'est à mon avis un facteur considérable. Merci beaucoup. Merci. C'était passionnant. Une chose est sûre, l'exploitation des nodules polymétalliques en eau profonde coûtera cher et pour l'industrie, sa rentabilité économique demandera du temps. Et la question de l'impact sur l'environnement reste primordiale. On vous dit à bientôt. Salut!